La Nièvre numérique, magazine présenté par Olivier Roland. Alors je reçois aujourd'hui M. Bareil, directeur de Nièvre numérique, et nous allons parler du téléphone aujourd'hui. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui a envahi la vie de tous les Français, tous les Nivernais. Et il y a des idées vraies, des idées fausses qui circulent. Quelquefois, on ne sait plus si on a un téléphone, si on a un appareil photo, si c'est Internet. Enfin, on va essayer de parler de tout ça. Pour commencer, on parle quelquefois d'iPad, on parle quelquefois de smartphone, de tablette. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors, tous ces appareils. Oui, bonjour M. Roland. Il y a une évolution quand même qui a été, j'allais dire, importante ces dernières années. C'est que on est passé d'un téléphone, tout le monde connaît dans les jargons, c'était le S63 ou le U43 qui était le gros téléphone noir là, dont tout le monde se rappelle le poids, là, qui était en bakélite. Et c'est vrai qu'on est passé maintenant à des terminaux mobiles. Donc on n'est plutôt pas sur une téléphonie, mais une téléphonie mobile. Et donc des terminaux qui sont souvent, je ne veux pas dire attachés à la personne, mais maintenant c'est même perçu comme ça. Donc ces terminaux permettent d'être connectés, donc toujours d'avoir cette fonction vraiment primaire de base qui est converser, c'est quoi de dire, donc la voix. On peut envoyer des messages, donc ces fameux SMS qui en fait short message, voilà, ces messages courts. Donc là également, évolution de petits appareils que l'on a oubliés d'ailleurs depuis, qui ont disparu, mais qui étaient ces petits appareils qu'on avait à la ceinture là, dans les années 80, les fameux tatous par exemple. Voilà, on voit bien que maintenant ces terminaux donc ont intégré la voix, ont intégré donc ces fameux messages courts. On a rajouté, enfin quand je dis on, les fabricants ont rajouté les photos. On a commencé par ça même. Ah, les premiers téléphones mobiles, oui, vous avez raison. Il y a eu voix SMS et après très vite, c'est vrai que c'est la photo qui a été l'argument, j'allais dire supplémentaire qui contribue à la vente. On n'en parle même plus. C'est d'office. C'est d'office. Oui. D'office, c'est la photo et la vidéo même. Voilà, plus de puissance. Mais alors, un iPad, une tablette, un smartphone, qu'est-ce que c'est ? C'est un téléphone d'abord ? Oui, c'est un téléphone qu'on pourrait presque qualifier d'intelligent, quoi. Il y a une forme d'intelligence en fait d'un point de vue technologie. C'est-à-dire que c'est un téléphone qui assure ses fonctions de base, mais qui également joue quasiment le rôle d'un ordinateur. Et actuellement, voilà, on est dans cette phase où on ne sait plus très bien si une tablette c'est un ordinateur concentré avec lequel on peut téléphoner, ou est-ce que un téléphone qui a évolué, qui a grandi, qui a grossi, qui s'est aminci. Enfin, on voit bien d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de formats qui sont proposés, que les fabricants cherchent encore, j'allais dire, la bonne taille. Je pense qu'il n'y aura pas de bonne taille, il y aura plutôt des outils qui vont s'adapter, j'allais dire, au plus près des usages dont on va avoir l'utilisation. Mais clairement, on est, j'allais dire, sur les terminaux connectés. Voilà, c'est peut-être ça l'évolution, c'est-à-dire d'avoir des machines maintenant qui vont être capables de se connecter en permanence. On peut même imaginer qu'on ait des industriels de la photographie ou de la vidéo qui vont travailler un sujet pour dire, on peut peut-être rajouter de la connectique à nos appareils. Et puis peut-être que ça va encore nous donner d'autres appareils hybrides qui... Au début, c'était le téléphone. Voilà. Au début, c'est vrai, de base, c'était le téléphone et ça reste. Et on parle toujours de téléphonie mobile, d'ailleurs. Oui. Bon, donc un iPad, on ne sait pas ce que c'est, et un smartphone non plus. C'est tout ça, en tout cas. C'est un ordinateur. Voilà, un iPad ou un smartphone, c'est, même pas un ordinateur, les puristes vont vous dire que non, mais c'est malgré tout, oui, l'utilisation ou l'usage maintenant d'un ordinateur que l'on peut faire en mobilité. Donc c'est ce que nous permet la téléphonie mobile, c'est de pouvoir se connecter. On peut quand même envoyer des messages. On peut, d'ailleurs, on utilise le courrier électronique. Effectivement, se fait par les iPads. Donc, on reçoit notre messagerie électronique. Ou par un smartphone. Parce que si vous m'aviez bien dit tout à l'heure qu'un iPad, c'est un smartphone fabriqué par une pomme. Oui, voilà. Donc, c'est Apple qui fait. Mais c'est des tablettes, quoi. Voilà. C'est le nom d'un fabricant, quoi. On parle smartphone et tablette. Smartphone, voilà. Donc, on va retenir ça. Il y a que des smartphones et des tablettes aujourd'hui. Et l'iPad, c'est un smartphone qui a un fabricant bien dédié. Voilà. C'est le marché des terminaux actuel qui est le plus répandu dans la téléphonie mobile, voilà, dans l'usage de la mobilité. C'est vrai que ça a complètement détrôné les historiques téléphones mobiles et c'est en train de détrôner également les ordinateurs portables. Même s'ils sont légers, même s'ils sont amincis, on voit bien que la tablette est en passe de détrôner ces outils, quoi.
Alors, en matière de téléphone, au début, on dit parler de téléphone, puis maintenant, au bout d'un certain temps, on a parlé de 2G, mais on parle de 3G, on voit des pubs pour la 4G. On est un peu perdu pour les auditeurs qui ne sont pas des spécialistes. Alors, est-ce qu'on pourrait, au cours de cette émission, bien expliquer ce que c'est que la 2G, comment on est couvert dans la Nièvre, est-ce que ça pose des problèmes, est-ce que ça va bien évoluer, est-ce qu'on est à saturation, est-ce que c'est le pic du progrès en 2G est terminé, est-ce que la 3G c'est terminé, ou est-ce qu'au contraire ça va progresser? Bien nous expliquer ce que c'est que tout ça. Bien. Alors, on commence par quoi? Par la 2G, bien sûr. On va commencer par la 2G. En fait, c'est la première génération de téléphonie mobile que l'on a connue, donc qui est apparue juste après l'historique Radiocom 2000 d'ailleurs. Radiocom 2000 qui était en 8 watts, la téléphonie mobile 2 watts. C'est le niveau de puissance, de champ maximum de radio qu'on utilisait pour téléphoner en mobilité. Donc très très vite, en fait, la couverture, ou en tout cas les territoires couverts, c'était ça qui a été l'enjeu très très vite entre les opérateurs, c'est-à-dire se déployer une couverture dans les territoires. Donc ça a très bien fonctionné dans les zones urbaines. Ça a bien fonctionné dans les voies de communication importantes, c'est-à-dire le long des autoroutes, des voies ferrées. Si on prend le cas du Val-de-Loire, le Val-de-Loire est très bien couvert. Ça a été bien plus compliqué pour couvrir effectivement les territoires ruraux, voire très ruraux, on va dire. Donc nous, on est bien dans ce cas-là, dans la Nièvre. Notre Val-de-Loire, c'est bon. Puis tout le reste, enfin, le 2.6, c'est encore le Val-de-Loire. Donc l'M6, ça va encore, mais après, c'est difficile. Alors, c'est difficile. Il y a deux difficultés quand on veut couvrir un territoire. Le premier, c'est effectivement, pour l'opérateur, c'est d'avoir suffisamment d'abonnés. Donc, une densité de population. Et là, on connaît ce qu'est le ventre de la Nièvre. L'autre difficulté, c'est purement géographique, c'est-à-dire que dans les zones montagneuses, qui est par exemple le cas du Morvan, c'est vrai que la propagation des ondes n'est pas très bonne. Très très vite, elle se heurte effectivement au relief. Donc ça veut dire que dès 2003, il y a eu un programme national qui a été lancé, c'est-à-dire qu'on était déjà en phase de déploiement. Et les opérateurs commençaient un petit peu à s'essouffler en fait dans leur déploiement et on va dire qu'ils demandaient un petit peu d'aide des collectivités. Il faut rappeler toujours qu'un opérateur, c'est pas un service public. Il n'y a pas de service public en téléphonie mobile. Voilà, donc s'ils font quelque chose, c'est qu'ils perdent. Soit ils gagnent de l'argent, ou s'ils en perdent un petit peu, il faut qu'ils en gagnent encore. Qu'on leur propose d'en gagner ailleurs pour que ça compense. Enfin, c'est pas un service public. C'est ça. Clairement, le service universel, c'est la voix en téléphonie fixe. Terminé. Donc, voilà, sur le cuivre, donc ce que tout le monde a connu, le fameux téléphone, effectivement, à la maison. Pour tout le reste, téléphonie mobile, Internet, on est sur un marché. Il n'y a pas de service, effectivement, public. Alors, comment amener les opérateurs à bien couvrir la Nièvre, déjà en 2G ? Alors, pour bien couvrir la Nièvre, en 2000, donc 2003, 2004, voilà, il restait à peu près un quart des communes de la Nièvre, donc 85 communes à peu près, qui, elles, étaient en zone blanche. Alors, en zone blanche, c'était quoi? Le terme zone blanche, ça recouvre, en fait, il y a une règle pour déclarer une commune en zone blanche ou pas. Elle est en zone blanche s'il y a même pas au moins un opérateur qui couvre. Et il faut en plus que cette couverture soit efficiente dans un périmètre de 500 mètres autour de la mairie ou de l'église. C'était voilà, deux points spécifiques qui permettaient de voir si ça remplissait cette règle. Donc il y a beaucoup d'habitants dans la Nièvre qui sont dans des communes qui ne sont pas en zone blanche, mais néanmoins ils n'ont toujours pas de téléphone parce qu'ils sont à plus de 500 mètres et ils n'ont peut-être rien. Alors voilà, ça veut dire que pour couvrir ces zones blanches, effectivement, Action publique, donc ça c'est le Conseil général qui avait engagé un programme entre 2004 et 2006. C'était un projet de quand même 4 millions d'euros de financement des collectivités. Le principe était le suivant, les collectivités ont construit un parc de pylônes, donc il y a eu 25 pylônes de construits par des collectivités, et sur lequel les opérateurs s'engageaient ensuite à mettre au moins un équipement radio qui était partagé entre les 3 opérateurs de l'époque. Voilà, donc ça c'était pas un peu plus, c'est pas 55 et 25 ? Non, il y a eu 25 pylônes, mais parce qu'un pylône peut couvrir plusieurs communes. Ah oui, d'accord. Voilà, on a couvert 55 communes avec 25 pylônes, voilà. Et ça financé par le Conseil général, principalement l'Europe aussi. Et il restait encore 26 ou 27 communes à couvrir. Et donc là, c'est les opérateurs qui, eux, ont couvert en propre ces communes, c'est-à-dire qu'ils ont installé les antennes. Alors c'est vrai que là, ils ont plutôt cherché à mobiliser ce qu'on appelle des points hauts existants. En général, c'est les châteaux d'eau, ou ça peut être le clocher de l'église, ou un immeuble. Donc ça leur permettait ne pas subir l'investissement dans un pylône, ce qui est quand même très coûteux.
Et puis, l'autre aspect, c'est que, comme en général, par exemple, une église est au cœur du village, ça permet de mettre une petite antenne omnidirectionnelle, c'est-à-dire qui rayonne à 360 degrés. Bon, c'est bien, ça couvre bien le centre-bourg. Ça fait les 500 mètres. Ça remplit le cahier des charges, donc la contrainte des 500 mètres. Inconvénient, c'est que ça génère de l'insatisfaction, puisque la commune est déclarée couverte, en fait, au sens zone blanche, on va dire. Mais par contre, beaucoup d'élus se plaignent j'allais dire, des trous qu'il y a de couverture, mais sur le plan territorial. Donc c'est vraiment de dire, oui, mon bourg est très bien couvert. Au-delà du périmètre de mais 500 mètres. Mais par contre, dès que j'ai passé la dernière maison, il n'y a plus beaucoup de signal, quoi. Et alors, si c'est pas multidirectionnel, c'est sectoriel, c'est comment ? Alors, il y a effectivement ces fameuses antennes sectorielles. Donc omnidirectionnel, effectivement 360 degrés, on l'a compris, ça couvre sur toute la circonférence. Une sectorielle, c'est une antenne en fait qui couvre à 120 degrés. Donc l'avantage de ces antennes, c'était quoi ? C'est que d'abord elles ont une propagation qui est un peu plus importante, donc elles portent un petit peu plus loin. Voilà. Et surtout, les premiers déploiements de téléphonie mobile, c'était effectivement pour couvrir les voies de communication. Donc c'est pour ça que l'on voit en général le long des routes des pylônes sur lesquels on voit des antennes orientées d'un côté de la route, et lorsqu'on franchit le pylône, on voit cette seconde antenne, donc sectorielle, qui couvre l'autre côté de la route. Donc ça fait deux faisceaux qui ont tendance à bien couvrir, par exemple, la route départementale, hein, c'est assez fréquent. Mais dans le même temps, ça veut dire que quelqu'un qui est dans le secteur qui, lui, n'est pas couvert, c'est-à-dire qu'il n'habite pas très loin de la route, dit, mais moi, je comprends pas, quoi. Je vois le pylône, et j'ai rien. Mais par contre, je suis pas couvert, quoi. Et ça, c'est un cas qui est assez fréquent. C'est-à-dire que, voilà, ce sont les modèles économiques qui déclinent, en fait, une ingénierie radio. Et derrière cette ingénierie radio, on voit bien que ça pose problème. En tout cas, ça génère de l'insatisfaction parce qu'on ne comprend pas. À voir le pylône, on est persuadé que ça rayonne toujours en totalité à 360 degrés, ce qui n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'au niveau de la 2G, avec la définition du périmètre de 500 mètres au-dessus de la mairie ou de la commune, de la mairie ou de l'église, pardon, on peut dire qu'aujourd'hui, toutes les communes nivernaises répondent à ces exigences. Elles rentrent toutes dans ce critère. Il n'y a plus aucune commune, j'allais dire, avec ce fameux critère des 500 mètres et de la présence d'au moins un opérateur. Il n'y a plus aucune commune de la Nièvre qui rentre dans ce cadre-là, on va dire. D'accord. Bon, ça ne veut pas dire que malgré tout, tous les Nivernais, chez eux, peuvent avoir un téléphone qui passe bien. Alors, voilà, ce qu'il faut aussi se rappeler, parce que là aussi, on peut consulter les cartes de couverture des opérateurs. Donc ça, il suffit de taper le couverture sur Internet et j'allais dire le nom de l'opérateur chez lequel éventuellement on se pose la question, est-ce que je suis couvert, par exemple, chez moi ou pas, par cet opérateur ? Il y a une carte de couverture qui s'affiche. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que les cartes de couverture sont affichées avec un signal à l'extérieur. Donc ça fonctionne très bien à l'extérieur, les ondes. C'est vrai que dès qu'on rentre à l'intérieur des bâtiments, le signal s'affaiblit très très vite. Et on voit bien que dans ce cas-là, à ce moment-là, la propagation est beaucoup moins bonne. Donc on peut consulter sur les sites des opérateurs, mais c'est vrai que quand on regarde, on a l'impression que le territoire est couvert à 100%. On sait bien qu'effectivement, c'est un petit peu mité par-ci par-là, et qu'il y a quand même des trous importants. Mais en plus, il y a cette problématique d'un site qui peut être déclaré couvert au niveau du signal à l'extérieur, et à l'intérieur, ça ne passe pas. Donc il faut quitter sa maison, aller dans la cour pour téléphoner. Alors, on a tous connu ça. Hein. Ouais, il y a un deuxième sujet aussi, c'est que jusqu'à présent, les cartes de couverture étaient faites avec la présence du niveau de champ radio. Or, ce qu'il faut retenir, c'est que le champ radio, c'est une chose. Le fait d'avoir une communication qui s'établisse de qualité, il faut donc que le smartphone puisse dialoguer avec l'antenne qui émet dans de bonnes conditions. Et on a certaines zones où ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous avez suffisamment d'intensité de signal pour vous provoquer la sonnerie, mais dès que vous décrochez, très très vite, dans la seconde qui suit, ou dans les 2-3 secondes qui suivent, ça va vous couper votre conversation. Pourquoi ? Parce que le niveau de champ n'est pas suffisant. Donc, en gros, c'est couvert, mais pas pour avoir de la conversation. Par contre... On a un téléphone, mais il marche bien, mais on ne peut pas téléphoner. Mais par contre, vous allez peut-être, par exemple, envoyer un SMS, et ça va très bien fonctionner. Voilà. Alors, SMS, c'est 2G. SMS, c'est 2G, voix, c'est 2G. Voilà, donc avec la 2G, on peut parler et on peut envoyer des SMS. Voilà, je veux dire les fonctions de base. On peut les faire photos, de la donnée, on n'en parle pas des photos, c'est partout. Non.
Vous écoutez RCF Nièvre à la suite du magazine La Nièvre numérique, présenté par Olivier Roland. Je reçois aujourd'hui M. Bareil, directeur de Nièvre numérique. Vous nous avez expliqué ce que c'était que la 2G. Donc on peut téléphoner, on peut envoyer des SMS, mais avec le développement d'Internet, peut-être qu'il y a des gens qui se sont dit mais il faudrait qu'on fasse autre chose. Et puis il y a eu après plutôt la 3G. Alors la 3G. Donc 3G, donc on va dire pour faire simple, troisième génération. C'est un petit peu le slogan, hein, c'était ça. C'est effectivement donc avec ces fameux smartphones, puisque c'est ça aussi qui a poussé le dispositif, ces fameux smartphones qui peuvent se connecter à Internet. Et effectivement, le fait de pouvoir rester connecté à Internet en permanence, ou en tout cas de pouvoir accéder à des données qui, elles, étaient sur Internet, c'est ça qui a complètement transformé l'usage de la téléphonie mobile. Les jeunes sont friands de tout ce qui est réseaux sociaux. Alors, je ne veux pas citer Facebook ou autre, mais enfin, on voit bien que... On les voit toujours, de toute façon, ils sont toujours accros à leur téléphone. C'est certain. Et puis, il y a aussi toutes les applications qui sont arrivées, qui sont les applications soit d'urgence, soit des applications ne serait-ce que pour se guider dans une ville ou pour accéder à des services comme où me loger ou aller voir un spectacle ou alors regarder la bande-annonce du film qui va passer au cinéma. Voilà, tout ça, ce sont des usages qui se sont développés de manière foudroyante. Alors par contre, ce qui a un petit peu poussé le dispositif, effectivement, c'était ce fameux constructeur à la pomme qui, elle, a inondé le marché avec un outil très performant. Et c'est vrai que les opérateurs de téléphonie mobile ont vu arriver cette vague de terminaux dont il fallait nourrir, j'allais dire, le contenu. Donc voilà, il y a eu cette convergence aussi qui fait que cette technologie vient nourrir le contenu de cet appareil, donc la performance également. Mais dans le même temps, ça veut dire qu'il y a un transit de données de plus en plus important sur un réseau initialement prévu pour, faire de la transmission de voix et de SMS. Là maintenant, c'est beaucoup plus de données qui transitent par ces antennes, notamment pour amener toutes les données Internet. Beaucoup plus de volume, beaucoup plus de poids, donc il faut beaucoup plus de débit. Et ça, la 3G le permet, mais on est en train de toucher les limites du dispositif, quoi. Parce que si je comprends bien, je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais l'antenne en 3G, elle ne peut transmettre à celui qui téléphone ou celui qui utilise son appareil, son smartphone, que ce qu'il a reçu. Si on est sur Internet, il faut déjà qu'elle reçoive les informations par le réseau. Elle ne peut transmettre que ce qu'elle a reçu. Oui. Donc s'il y a beaucoup de gens qui lui demandent, qui sont sur des sites qui demandent des tas de choses, il y a un moment où on ne risque pas de saturer. Alors, l'antenne sature, ou en tout cas, il y a, un management de la demande. Il y a des gens qui vont attendre pour recevoir ce qu'ils ont demandé, parce qu'il y a plein de gens à servir, et l'antenne, elle peut transmettre que ce qu'elle a reçu aussi par normalement, un câble. Donc on peut imaginer qu'effectivement... Normalement, il y a une fibre optique qui alimente l'antenne. Alors, l'idéal, c'est effectivement qu'une antenne soit raccordée en fibre optique, parce que là, du coup, ça va lui permettre de délivrer... Elle recevra beaucoup, et elle pourra renvoyer beaucoup. Voilà, beaucoup et très vite. Donc, donner satisfaction, en fait, aux abonnés qui sont connectés. Là où une antenne, par exemple, est très sollicitée, je prends par exemple le cas en ville, en 3G, et avec aussi des clients qui téléphonent avec de la conversation, c'est vrai que si c'est toujours le même tuyau qui était pour la 2G, qui est utilisé aussi en plus pour la 3G... Ça marche plus, ça. En fait, ce qui se passe, c'est que... Ça sature, mais surtout, il y a des paramètres qui font que, par exemple, quelqu'un qui va télécharger un document très lourd en 3G va débuter avec un très bon débit. Et ensuite, on va dégrader le débit pour pouvoir assurer une bonne qualité de service aux autres usagers. Et il va être obligé de patienter un temps certain avant d'avoir la totalité, par exemple, des données qu'il souhaitait recueillir. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ça aussi, la satisfaction qui est en train de naître de manière croissante sur la 3G. C'est de dire, je me connecte, oui, parce que j'avais mon signal 3G qui s'affichait et donc je pensais à ne pas avoir de problème. Et on voit bien que très très vite, voilà, ça s'écroule. Donc il y a ce premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que les smartphones, par priorité, se connectent en téléphonie mobile, se connectent sur la couverture 3G, qui n'est pas forcément aussi efficiente que la couverture 2G. Et ce qui explique, par exemple, pas mal de satisfaction sur du perçu où avant je pouvais téléphoner de tel endroit et maintenant j'ai l'impression que ça passe beaucoup moins bien. Voilà. Et donc il y a cette histoire de bascule 3G, 2G où je pense que là-dessus les opérateurs ont peut-être un travail à faire. Mais effectivement, moi personnellement, il me semble que depuis 1 an à peu près, on m'entend moins bien sur mon téléphone et moi j'entends moins bien les gens que j'appelle.
Je pense que ça, c'est peut-être que les opérateurs qui c'est pourraient répondre. Mais clairement, c'est un sentiment partagé. Il y a d'autres gens qui me l'ont dit, ça aussi. Oui, c'est un sentiment partagé, qui est perçu sur l'ensemble du territoire et même au-delà du département, même dans d'autres départements. Il y a effectivement aussi dans les grandes villes. Je pense que les opérateurs, on va faire face à cette déferlante justement des usages à travers les smartphones et les tablettes, qui fait que ça consomme énormément de débit, ça consomme énormément de bandes passantes, qu'il faut toujours arriver à satisfaire tout le monde, que dans le même temps, même eux poussent à cette croissance de consommation, puisqu'ils font un petit peu, je ne vais pas dire la surenchère, mais enfin c'est toujours plus de volume, de données, de débit, et en même temps des appareils de plus en plus performants pour pouvoir consommer plus, entre guillemets, de bandes passantes. C'est bon pour eux, hein. Mais dans le même temps, je pense que ça doit faire face aussi aux limites du dispositif qui fait que les antennes sont peut-être plus en capacité maintenant d'absorber la consommation en fait qui se présente face à elles, quoi. Alors, donc on a une 3G, on a Internet, en théorie ça marche bien, bon, pratiquement. Mais quelquefois il y a des freins quand même, ça va pas très vite parce qu'il y a trop de monde qui se connecte, qui veulent utiliser le service, quoi. Alors, dans la Nièvre, la carte de la Nièvre en 3G, elle est comment on est couvert aussi comme en 2G ou un peu moins bien? La carte de la Nièvre 3G... Et puis les pylônes du Conseil général, ils ont été utilisables en 3G? Alors, bien sûr qu'ils sont utilisables en 3G par les opérateurs. Clairement, un pylône qui accueille des antennes 2G accueillera bien évidemment des antennes 3G. La Nièvre actuellement... Il y a un moment, le pylône, il ne sature pas en antenne? Il ne risque pas de saturer? Il y a ce qu'on appelle sur un pylône une réserve de voilure. En fait, la réserve de voilure, c'est quoi? C'est, j'allais dire, la surface des équipements que l'on peut mettre à la tête du pylône. Et bien évidemment, plus on met des équipements, plus cette charge est importante, notamment la prise au vent. C'est là-dessus qu'on est quand même très attentif. Dans le même temps, on a aussi des équipements qui, au fil des ans, j'allais dire, ont eu tendance à se réduire en termes de volume et voire même de surface et de prise au vent. Donc ça va dans le bon compense. Sens. Ça va dans le bon J'allais dire, voilà, on va plutôt avoir tendance à enlever des antennes qui historiquement faisaient un peu plus de 2 mètres de haut et 30 ou 40 cm de large pour en mettre maintenant des antennes qui font quasiment la moitié, quoi. Voilà, donc ça le compense. Le deuxième sujet, donc la couverture 3G dans le département, on va dire que tout le croissant ouest du département, donc en gros l'axe ligérien jusqu'à Decize et un petit peu au-delà, ça c'est très bien couvert en 3G, ou en tout correctement couvert en 3G par 2, parfois 3 opérateurs. Enfin, c'est surtout 3 opérateurs, on va dire agglomération de Nevers, Cône-sur-Loire, le reste du territoire, présence des 2 et 3 plutôt dans les centres-villes. Mais enfin, on a une 3G qui est assez présente parce que ça couvre également les voies de circulation importantes. Et nous, on a effectivement la 77 qui est présente et on a également la voie ferrée Paris-Clermont. Donc, tout ça, c'est le même axe. Tout ça, c'est le même axe, donc bien évidemment, c'est couvert 3G. Par contre, dès qu'on s'écarte à l'est, là, les choses se compliquent. Je pense qu'il y a vraiment des trous conséquents, on va dire, au niveau du ventre de la Nièvre. Encore maintenant. Encore actuellement, oui, bien sûr. Le nord et le sud couverts très partiellement, on va dire que les grandes villes, Clamecy, Château-Chinon, Lusy, Saint-Honoré, sont encore des villes, je pense, où on peut avoir au moins le service d'un opérateur en 3G. Par contre, dès qu'on va sortir de ces territoires, après c'est fini. C'est fini. Quand quelqu'un achète un téléphone 3G, il faut bien qu'il s'assure, s'il veut téléphoner de chez lui correctement, utiliser Internet de chez lui, il faut qu'il s'assure que la zone où il habite est couverte. Donc la réponse des opérateurs, la réponse, ils ont une réponse en fait qui leur a été demandée par l'autorité de régulation des communications électroniques et postales, donc l'ARCEP, qui leur a dit si vous déployez la 3G c'est bien, mais on va vous imposer en gros de déployer une couverture quasi totale en équipant ces fameux pylônes qui ont été déployés dans les communes de couverture zone blanche. C'est-à-dire là où vous avez déployé de la 2G, à l'identique, il doit y avoir de la 3G. Voilà. Vous nous faites une couverture quasi équivalente en 3G. Et donc ce programme devait s'achever à la fin de l'année 2013. Et pour des raisons qui peuvent s'entendre, notamment, on va dire un marché qui s'est dégradé dû à la concurrence, notamment, fait que ces opérateurs ne vont pas remplir leurs obligations pour la fin de l'année, en tout cas sur le département, et que c'est un programme qui va déborder sur 2014. Par contre, ce qu'on espère, c'est que ça ne débordera pas au-delà de 2014. Quoi. Oui, vous n'êtes pas sûr. Non, on n'a aucune certitude là-dessus. Ouais. Quand vous avez parlé de la dégradation du marché, vous pensiez à la venue de Free ? Alors, l'arrivée de Free, effectivement, c'est vrai que les opérateurs historiques, en plus vraiment, j'allais dire opérateurs, c'est-à-dire des sociétés qui ont investi dans l'infrastructure,
pour ensuite commercialiser leurs services. C'est vrai que Free, l'arrivée de Free dans la téléphonie mobile, c'est un opérateur qui, lui, commercialise des services, mais au départ... il n'a pas eu les investissements des autres. Très peu d'investissements. Il avait des obligations de couverture, et c'est vrai que ces obligations de couverture, il les a remplies, notamment en passant une alliance avec l'opérateur Orange. Donc c'est vrai qu'il se sert de la couverture Orange pour délivrer ses services auprès de ses opérateurs. Et dans le même temps, ce qui a un petit peu dégradé le marché aussi également, c'est que ça a été, j'allais dire, cette fameuse offre à 2 €, une perte de recettes, on va dire, pour les opérateurs concurrents. Et voilà, les opérateurs disent, mais à l'autorité, vous avez fait rentrer, j'allais dire, un petit peu le loup dans la bergerie. Nous, les recettes que l'on n'a pas, on ne va pas pouvoir non plus les investir dans le développement des réseaux. Voilà, donc il y a ces discussions permanentes entre l'autorité et ça risque de retarder la couverture 3G de la Nièvre. Alors ça risque de la retarder parce que les opérateurs en plus, pour déployer la 4G, ont acheté ces fameuses fréquences en or, notamment la fréquence de 800 MHz auprès de l'État. Donc là encore, c'était un peu plus de 2 milliards d'euros. Donc j'imagine bien que ils ont acheté des droits d'exploitation. Il faut qu'ils redéploient à nouveau des équipements. Donc c'est à nouveau de nouvelles antennes, c'est à nouveau des emplacements à renégocier. Enfin, voilà, ce travail-là est à faire. Vous écoutez RCF Nièvre, dernière partie du magazine La Nièvre numérique, présenté par Olivier Roland. Je reçois aujourd'hui M. Bareil, directeur de Nièvre numérique. M. Bareil, vous nous avez bien expliqué ce que c'était que la 2G, vous nous avez bien expliqué ce que c'était que la 3G. Et puis maintenant, on voit des panneaux publicitaires partout, on entend parler de la 4G sans arrêt presque, alors qu'en plus la 3G n'est pas complètement terminée sur la Nièvre. Qu'est-ce que ça nous apporte de plus, la 4G ? Ce que la 4G apporte de plus, c'est le fait de pouvoir télécharger des gros volumes de données. Donc c'est plutôt, j'allais dire, on pense, et c'est un petit peu d'ailleurs ce que les opérateurs mettent en avant, le fait de pouvoir télécharger notamment des documents vidéo. Donc c'est vraiment, j'ai un film par exemple à télécharger parce que je vais vouloir le regarder dans le train. C'est vrai que ça, quand on est connecté en 4G dans de bonnes conditions, c'est quelque chose qui sera tout à fait possible. Il y a un gros marché pour le film dans le train ? Parce que déjà, sur un téléphone, l'écran n'est pas très grand quand même. Pour regarder un film, c'est pas extraordinaire. On peut avoir une tablette, c'est un peu mieux, mais... Alors je ne sais pas s'il y a un marché. C'est vrai que pour l'instant, les opérateurs mettent en avant plutôt la performance plutôt que les services et les usages. Dans le même temps, la 3G n'apporte pas la satisfaction attendue, par exemple, sur une tablette. Clairement, quand on veut se connecter 3G, on voit bien qu'on touche très vite les limites du dispositif. On n'a pas un surf équivalent à ce qu'on peut avoir lorsqu'on a une très bonne connexion, par exemple à DSL ou ne serait-ce même que WiMAX, par exemple, dans la Nièvre. Alors finalement, ça veut dire que la 3G, qui n'est pas terminée dans la Nièvre, ça marche pas, c'est pas très efficace pour l'utilisateur. Donc on fait la 4G qui n'apporte rien de plus que la 3G, sauf que ça marche. Alors, c'est plus performant, c'est certain. Par contre, la problématique, j'allais dire, la 3G, on va la voir de toute façon sur tout le territoire. Et ça nous permet quand même de se connecter à Internet sur quasiment tout le territoire. Voilà. Alors après, les conditions... on n'est pas obligé de télécharger un film. Quand même. On n'est pas obligé, mais d'un autre côté, quand on a besoin de services de proximité ou d'avoir des informations à travers les applications, ça fonctionnera. À mon avis, on va arriver à pouvoir utiliser correctement, en tout cas, cet accès Internet en 3G. Ça peut rendre service. Clairement... j'allais dire des arrivants dans le territoire, des touristes ou même des professionnels qui ont besoin de se connecter à Internet et qui ont un accès, ou en tout cas un accès 3G, c'est sûr qu'ils vont l'utiliser. Donc voilà, sur le territoire, la couverture 3G quasi globale qu'on peut espérer équivalente au moins à la 2G, même si c'est pas parfait, c'est vrai que ça permettra de répondre en tout cas aux attentes minimum d'un terminal et d'un utilisateur qui souhaite se connecter à Internet dans des conditions, on va dire, relativement correctes, même si c'est que passager. Voilà. Et également, il ne faut pas oublier que ça a un coût. Hein. C'est pas anodin. La 3G, c'est déjà un petit peu plus cher que la simple... Vous parlez pour l'utilisateur ou pour l'opérateur ? Pour l'utilisateur. Oui, pour l'utilisateur. Oui, pour l'opérateur aussi ? Non, l'opérateur, enfin si, il a son coût d'installation d'antenne, mais une fois que c'est en place, j'allais dire, voilà, c'est un dispositif qui après fonctionne tout seul, quoi. Alors si c'est pour un usage Internet un peu plus intense, la 4G, évidemment c'est ça, si je comprends bien. C'est surtout à destination des entreprises
Alors, parce que le matraquage publicitaire que l'on a en ce moment, on laisse penser que c'est un marché du particulier. C'est effectivement quelque chose qui est proposé, en tout cas par les opérateurs, et affiché comme tel. Oui, on ne dit pas que c'est pour réserver, que c'est intéressant pour les entreprises et pas très intéressant pour le particulier. Voire même une alternative, c'est de dire si vous n'arrivez pas à vous connecter en haut, voire même en très haut débit, par exemple par un accès fibre optique, vous pourrez toujours le faire par la 4G. Bon, personne n'ignore le fait que lorsqu'on est connecté avec un smartphone, même en 3G, l'usage n'est pas comparable, par exemple, à une liaison fixe très haut débit. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc c'est pas quelque chose qui peut être mis en concurrence. C'est complémentaire. Donc il faut de toute façon avoir un accès au très, très haut débit. Là où on peut s'inquiéter, c'est plutôt sur le calendrier de la 4G. C'est-à-dire que le déploiement de la 4G va se faire surtout dans les zones très denses. C'est-à-dire là où on a déjà, a priori, une bonne couverture 3G, on peut l'espérer, une bonne couverture 4G. Donc là où il y a le maximum d'usagers. Donc dans le cas de la Nièvre, c'est à nouveau donc le Val-de-Loire, et c'est dès à présent, puisque Bouygues, lui, réutilise sa première fréquence qu'il avait déployée au tout début de ses déploiements de téléphonie mobile, qui est le 1800 MHz. C'est vrai que voilà, il peut se permettre à nouveau de dire sur le Val-de-Loire, il y a un service 4G sur lequel je commence à délivrer du service. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces antennes, si elles sont en capacité de délivrer un service à très haut débit, il faut qu'elles également soient connectées au réseau, bien évidemment à Internet, on va dire, également à très haut débit. Donc il faut espérer que ces antennes soient connectées avec des liens suffisamment puissants, et donc là à nouveau on revient vers la fibre optique, ou éventuellement des faisceaux hertziens, mais bon, on voit bien que c'est quand même la fibre optique qui sera l'avenir. Donc c'est, en gros, là où il y aura la fibre optique, il y aura la 4G. Là où la fibre optique sera absente, effectivement, la 4G risque également d'être absente. Et pourquoi on peut s'en inquiéter ? C'est parce que dans le programme de déploiement de la 4G, à nouveau, il y a une contrainte qui a été mise en place pour les opérateurs. C'est pas une contrainte, mais en tout cas, il y a un premier état des lieux qui a été fait. Et il y a eu toute une série de communes en France qui ont été déclarées communes prioritaires en déploiement 4G. Donc prioritaires, on peut supposer servies en premier. Or, là, ce qu'il faut entendre, c'est si elles sont prioritaires, c'est parce que les opérateurs ne veulent pas y aller, n'ont pas envie d'y aller. Et on a quand même 273 communes dans le département sur 312 qui sont dans ce cas-là. Ça fait beaucoup, 273 sur 312. Ça fait beaucoup. On est à plus de 3/4. Et voilà. Et donc, on se doute bien que pour répondre à l'attente de la population sur cette couverture, on a demandé aux opérateurs de dire écoutez, voilà, il va quand même falloir, déployer sur ces territoires. Et dans le même temps, on leur a demandé dans chaque département d'avoir un minimum de couverture. Alors, ce minimum de couverture, c'est 90%. L'inconvénient, c'est que ça n'intervient qu'à la date, donc à l'échelle d'un département, que le 17 janvier 2024. C'est-à-dire qu'on est en train de parler dans une dizaine d'années. L'obligation de mettre ces communes prioritaires accessibles à la 4G, c'est 2024 ? C'est 2024, à l'échelle d'un département. 90% à l'échelle d'un département. Oui. Par contre, il y a un autre curseur. En ce qui nous concerne, donc, c'est 90% 2024. Donc nous, c'est 90%. En 2024, il devrait y avoir 90%. Voilà, de la population. 2024. Je dis bien. Et vous dites en plus de la population. Oui, je ne parle pas... En sachant qu'on a déjà 70% de la population dans le Val-de-Loire. Enfin, j'exagère à peine. Voilà. Et donc il y a un autre critère qui est un critère donc lui national, puisque les licences sont nationales, mais qui a été maintenu, c'est une obligation de couverture de 40% de la population. Mais ça concerne l'ensemble des zones prioritaires à l'échelle nationale. Donc ce qu'il faut aussi bien apprécier aussi, et c'est là où les opérateurs, peuvent, et ça explique en tout cas leur réticence, c'est qu'on leur demande en fait de couvrir 40% de 63% du territoire, c'est-à-dire presque les 2/3 de la surface de la France, dans lequel réside 18% de la population. Donc, voilà, on peut comprendre la réticence à s'engager très vite dans cette voie-là et à dire on va servir en priorité effectivement les 80% de la population. Ça, on devrait pouvoir y arriver dans les années qui viennent. Donc dans les 3-4 ans qui viennent, on va dire à peu près. Par contre, au-delà, on va servir. Le critère 40%, je pense qu'également, il sera peut-être respecté dans le département. C'est-à-dire, on parle bien des zones prioritaires, donc hors Val-de-Loire.
On peut supposer quand même que ce critère-là soit rempli, mais bien évidemment, ça veut dire que ce sera à nouveau les communes, j'allais dire les plus importantes du département, souvent les chefs-lieux de canton, les sous-préfectures qui sont pas, qui sont dans ces zones prioritaires, qui seront couvertes et qui permettra d'avoir, un affichage d'au moins 40% de la population. Des zones prioritaires couvertes. C'est pas très optimiste tout ça. Hein. C'est pas très optimiste, mais dans le même temps, j'allais dire après, c'est peut-être au territoire, de veiller et puis de dialoguer avec les opérateurs de manière plus régulière pour pouvoir échanger sur les informations, les difficultés qu'ils rencontrent eux à déployer, voir dans quelle mesure les collectivités peuvent intervenir ou pour faciliter ces déploiements. Quoi. Alors vous, M. Bareil, vous avez un smartphone. Quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous faites ? Alors, je n'ai même pas besoin de le faire, ça se fait automatiquement. C'est que mon smartphone se connecte donc à la box que j'ai à la maison et en fait en Wi-Fi. Voilà. Et bien évidemment, l'intérêt du Wi-Fi, alors c'est une technologie radio, encore à nouveau, mais l'avantage, c'est que ça me permet... Vous ne passez plus par l'antenne de l'opérateur. Je ne passe plus par la 3G et effectivement, je passe par mon accès ADSL et donc la box est effectivement en Wi-Fi. C'est-à-dire que chez vous, vous avez un ordinateur et un écran et vous utilisez votre téléphone. J'utilise, oui, la totalité. Et d'ailleurs, je désespère qu'en France, on ait le marché de la télévision connectée. Il y avait eu une première annonce qui a été faite maintenant il y a 2 ans, où on pensait que ces fameuses télévisions allaient commencer à être comme ça diffusées au niveau national dans les centres de distribution, et ça n'a pas été le cas. Et bon, c'est un petit peu regrettable, mais effectivement, demain, de toute façon, oui, on aura notre smartphone, sachant que mon smartphone, d'ailleurs, peut déjà télécommander la télévision que j'ai dans le salon. Oui. Alors, la santé, parce que on a eu des articles qui laissaient supposer que le téléphone mobile était dangereux pour la santé. Les antennes, également, dangereuses pour la santé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors, sur la santé, il y a eu beaucoup de choses de dites et il y a eu surtout beaucoup de rumeurs qui ont été très alimentées, notamment par certaines associations, que je qualifierais pas, à défaut de dire infondées, en tout cas, dont le fondement n'est pas à la hauteur des craintes qui ont été émises. Il y a eu cette histoire du fameux principe de précaution, qui biaise le débat, donc ça c'est un petit peu compliqué. Le fait est que en téléphonie mobile, par exemple, lorsqu'une antenne émet, on n'utilise qu'à peine 2% de la puissance de l'antenne. Ces 2% étant largement suffisants pour être en mode de communication. Alors pourquoi 2% ? Parce que tout simplement, il ne faut pas oublier que notre smartphone lui-même communique avec l'antenne émettrice. Ça veut dire que cette puissance de champ radio n'a pas besoin d'être très élevée, puisqu'il faut que le smartphone ou la tablette qui est à 4 km de l'antenne, quand elle reçoit le signal, il faut qu'elle soit capable de renvoyer évidemment le signal de commande jusqu'à l'antenne aussi. Donc voilà, ça c'est le premier sujet. On est sur des niveaux de puissance qui sont très faibles. Le deuxième sujet, j'allais dire en termes de santé, je fais un petit peu l'analogie moi avec le rayonnement donc lumineux. Si je prends le cas d'une bougie qui pourrait être l'équivalent du smartphone, la bougie va éclairer la pièce, donc il y a ce mode de rayonnement, donc le smartphone est capable de diffuser son service et d'atteindre, et on peut le voir de très loin, ça pose pas de problème. Si on s'approche, par contre, ça dégage de la chaleur. Mais il faut vraiment s'approcher très très près. Par contre, si on s'approche très très près, oui, on peut se brûler, ça c'est vrai. Alors j'allais dire, dans le cas des smartphones, parce que les tablettes, ça reste au bout des bras et en général, on ne les met pas à l'oreille. Mais dans le cas des smartphones, c'est vrai que, ou téléphone mobile, ça reste vrai aussi, les niveaux de puissance sont très faibles. Mais par contre... La proximité de l'oreille est grande. Mais collé à l'oreille, collé à l'oreille pendant plusieurs minutes, voire 1 heure ou au-delà, là, effectivement, on pourrait imaginer que, d'ailleurs, en général, on ressent effectivement un échauffement de l'oreille. Voilà, il se produit un phénomène qui est certainement pas agréable et qui est peut-être pas anodin. Mais là, on a des conditions qui ne sont plus celles qui étaient les premiers usages de la téléphonie mobile. Voilà, on est en train de détourner ou en tout cas d'abuser de cette technologie sur un mode d'usage qui était réservé à les téléphones fixes qui, eux, étaient effectivement complètement inoffensifs. Donc, par contre, ce qu'il faut absolument faire, quand on est addict, un petit peu, j'allais dire, à la conversation longue durée avec son smartphone, c'est clairement utiliser le kit piéton qui est fourni avec, c'est-à-dire l'écouteur, le micro, et ça, c'est vraiment la plus sage des précautions. Et en plus, comme ça, on a 2 mains qui sont libres.
Exactement. On a les mains libres. On peut porter les paquets en même temps qu'on parle. On peut porter les paquets et j'allais dire de ne pas passer pour un éluberlu dans la rue maintenant. Ça, c'est le danger du téléphone pour celui qui téléphone, parce qu'il a le téléphone dans la main, collé à l'oreille. La personne qui est dans son lit au 5e étage et qui a en face d'elle une antenne d'un opérateur, est-ce que c'est dangereux pour elle ? Non. D'abord parce que je pense que si vraiment il y avait eu un réel danger, depuis, ça fait maintenant 20 ans qu'on a déployé les antennes de téléphonie mobile, je pense qu'on aurait vraiment identifié les mots qui étaient qui étaient consécutifs à ces installations. C'est pas le cas. Là, à nouveau, pareil, analogie par rapport à la lumière. C'est un petit peu comme un phare. C'est vrai qu'un phare, c'est très puissant, mais c'est vrai que si on est dessous, j'allais dire, le rayonnement est vraiment en face à la lentille. Mais si on est en face, parce que... Alors, je dis pas celui qui est sous l'antenne, mais celui qui est en face. Il y a 2 immeubles, il y en a un, on est en face d'un deuxième immeuble qui porte l'antenne. Là, on est en face. Et là, dans ce cas-là, quand on est en face, effectivement, donc je vous parlais tout à l'heure des puissances de champ, c'est vrai que 2% entre 5 et 2% de la puissance de champ d'émission, c'est à peu près ce qui couvre la zone d'utilisation. On est dans une fourchette de 10 à 20 mètres de l'antenne. Voilà. Donc effectivement, s'il y a des antennes, mais vraiment des antennes importantes comme celles qu'on trouve au des pylônes, qui sont dans cette configuration-là, on peut imaginer que, en tout cas, il y a des mesures de champ à faire. Là aussi, les opérateurs prennent quand même des précautions à ce niveau-là. On sait qu'en ville, on déploie des antennes, c'est vrai, mais en général, elles sont très très hautes au niveau des immeubles. Et donc les modes de propagation sont quand même, j'allais dire, surveillés et mesurés. Hein. On fait quand même des mesures de champ une fois que les installations sont faites. Par contre, ce que l'on sait aussi, c'est que toutes les stations ne sont pas du même niveau d'émission. Dans, par exemple, la 4G, on sait qu'on va beaucoup déployer d'antennes qui seront plutôt ce qu'on appelle des microstations, c'est-à-dire des antennes un peu moins puissantes, parce que de toute façon, il va falloir les multiplier. D'abord parce qu'il y aura plus d'usagers et que si on met une antenne qui couvre une population de 1000 personnes, on ne pourra jamais générer, même ne serait-ce que la moitié, c'est-à-dire 500 connexions. On ne saura pas manager cela. Pour répondre au trafic, il faut plus d'antennes. Pour répondre au trafic, il faut plus d'antennes. Donc plus d'antennes, moins de puissance, moins de danger. Voilà, moins de danger, ça c'est évident. Et surtout connecté aide également, connecté en fibre derrière. Plus de gens exposés parce qu'il y a plus d'antennes, mais moins de danger à chaque fois. Oui. C'est-à-dire que en émission radio, il y avait eu une polémique aussi qui a eu un certain vent, une certaine importance à une époque, qui était par exemple sur le Wi-Fi. Bon, toutes les box maintenant sont Wi-Fi. Oui, on n'en parle plus de ça. Dès qu'on allume un smartphone et qu'on veut se connecter, on peut faire une recherche, on détecte très très vite 5-6 box à proximité. Bon, voilà, on est quand même un peu plus de, j'allais dire presque peut-être 4 milliards de connectés maintenant sur Terre. Bon, on retient quand même que quand on téléphone, les conversations trop longues sont pas vraiment conseillées. Sont à bannir, c'est clair. Ou on peut écarter un petit peu le téléphone de l'oreille, mettre un doigt ou deux entre l'oreille et le téléphone, on entend encore. Mais c'est pas trop près, enfin ça on peut le dire. Quoi. Ouais, et sinon c'est le kit, quoi. C'est surtout sinon c'est le kit piéton. Oui, ça, Monsieur Bareil, merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur ces problèmes apparemment simples, en fait assez compliqués du téléphone mobile. Et bien, c'est moi qui vous remercie.